Ces problèmes que l'humanité ne résoudra jamais. L'intelligence humaine est fascinante. Nous savons faire des mouvements d'eau réalistes dans les jeux vidéo ou des voitures qui se conduisent toutes seules grâce à l'intelligence artificielle. Tout ça semblait impossible il y a encore quelques années, mais nous l'avons fait. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être confiant dans notre capacité à résoudre tous les problèmes? Oui bah non, désolé, mais il existe en mathématiques des problèmes réputés insurmontables. Beaucoup de mathématiciens en ont peur. S'y attaquer, c'est risquer de se couvrir de ridicule, d'y gâcher sa carrière, de se perdre dans les méandres de la folie. Ce sont les 7 problèmes du millénaire, 7 questions mathématiques qu'il semble impossible d'élucider. Et on ne parle pas de casse-tête bidon, mais de vrais théorèmes fondamentaux. À la clé, $1 million par problème résolu. Ok, on dirait vraiment un scénario de film ou de manga. Faudra bien vous accrocher, parce que les énoncés sont assez obscurs. Et démontrer que les zéros non triviaux dans la fonction zeta de Riemann ont tous pour partie réelle un demi, et un demi tu m'en remets un, Francis. Des problèmes complexes qui, s'ils étaient résolus, permettraient de résoudre tellement de choses. L'origine des nombres premiers, de parfaitement anticiper le mouvement d'un fluide et des courants marins, de résoudre des problèmes de cryptographie bancaire, de mieux comprendre le cœur des atomes et surtout de rendre possible des calculs qui demanderaient aujourd'hui des centaines de milliards d'ordinateurs. Mais gardez espoir, car tout à l'heure je vous ai menti. Ces 7 problèmes du millénaire ne sont pas impossibles à résoudre. Un Russe en 2003 a réussi à vaincre la conjoncture de Poincaré. Non seulement il a refusé sa médaille Fields, mais aussi la totalité de l'argent. Il aurait déclaré « Je sais comment diriger l'univers, dites-moi alors, à quoi bon courir après $1 million ?» Mais, des questions encore non résolues en mathématiques, je vous rassure, il y en a encore beaucoup, plus de 50. Je vous laisse les découvrir en description, et peut-être qu'un jour, c'est vous qui trouverez la solution. Quand les mathématiques font perdre la tête. Dans l'histoire, beaucoup de mathématiciens devinrent fous à force de se perdre dans les chiffres. À mon tour de vous donner un avant-goût de la folie en vous faisant découvrir une dizaine de petits paradoxes mathématiques. Observez ces calculs. Une simple multiplication ou division et vous voyez apparaître de magnifiques séquences régulières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voyez maintenant la division par 7. Simple, basique, et si je vous disais qu'elle contient toutes exactement les mêmes séquences de nombres? 14, 28, 57 qui se répètent à l'infini. Pareil, la multiplication par 9. Elle n'aura plus de secret pour vous quand vous vous rendrez compte que les nombres en colonne se suivent tous. 1, 2, 3, etc. 9, 8, 7, etc. Mieux, si vous additionnez les deux chiffres, vous tomberez toujours sur 9. Prenez 4 chiffres différents au hasard. 6, 7, 0, 2 par exemple. Triez les chiffres du plus grand au plus petit et du plus petit au plus grand et soustrayez-les. Répétez l'opération et... 6, 1, 7, 4, qu'importe les chiffres que vous choisirez, ce chiffre reviendra tout le temps et se répétera à l'infini. 6174 est la constance de Caprécart. Parfois, les paradoxes peuvent venir de la formulation alambiquée du problème. Le paradoxe de Zénon postule que si on fait une course entre un homme et une tortue et qu'on lui donne de l'avance, il serait mathématiquement impossible de la rattraper. Quand on parcourt les 100 mètres qu'elle a eu d'avance, elle a continué de marcher 20 mètres. Quand on a parcouru les 20 mètres, elle en a fait 5, et ce, à l'infini. Illogique et pourtant mathématique, il aura fallu attendre des siècles pour résoudre ce problème avec l'introduction du formalisme des séries. Si vous additionnez tous les nombres, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ceux à l'infini, vous obtenez -1/12. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça se prouve mathématiquement. Avec un calcul où vous définissez différents infinis avec A et B et que vous essayez de trouver une égalité entre eux, vous obtenez A égale B plus 4A, ce qui est bien égal à -1/12. Celui qui a découvert ça est un éminent mathématicien indien, Ramanujan. Un type tellement balèze que parmi les derniers écrits avant sa mort, il mit en équation ce qui était à ce jour impossible. Une équation donnant la valeur de pi à plusieurs millions de chiffres près. Une formule sans justification, comme s'il avait eu un éclair de génie. Faudra attendre des décennies plus tard pour la démontrer et la comprendre. Quand vous mélangez un paquet de cartes, il n'y a statistiquement aucune chance que vous tombiez sur la même partie de cartes que quelqu'un d'autre dans l'univers. Ni dans le passé, ni dans le futur. Le nombre de possibilités de jeu est tout simplement démentiel. 80, beaucoup de chiffres plus qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Comme quoi, vous touchez à l'infiniment grand du bout des doigts. Mourir pour les mathématiques. J'ai 3 histoires à vous raconter. La première se passe en Grèce au 6e siècle avant Jésus-Christ. Hippase est le disciple d'un homme dont vous connaissez forcément le nom, Pythagore. Alors aujourd'hui, vous le détestez, mais à l'époque, il avait plus de fanboys qu'un youtubeur. On l'appelait le grand homme.
Il ne faisait pas que des maths, Pythagore c'est tout un mouvement philosophique, religieux, politique et même vegan. Le truc c'est qu'Hippase, notre fanboy, a un jour dévoilé un des trésors de Pythagore, la nature de l'incommensurable et de l'incommensurabilité, le pentagone dans le cercle, la valeur de la racine carrée. Ça a l'air ridicule comme ça, mais c'est là la découverte des nombres irrationnels. Comme pi ou le nombre d'or, des nombres qui s'écrivent sans chiffres et sans fractions, des nombres avec une infinité de virgules, des nombres divins. Un choc si grand qu'on raconte que les disciples noyèrent Hippase en mer et qu'ils organisèrent après leur propre suicide collectif. Leur monde venait de s'écrouler pour une racine carrée. Ma deuxième histoire est celle d'un lycéen qui révolutionna les maths. Au lycée, on se sent un peu inutile comme un ballon de baudruche qu'on bourre de formules. Sauf que non, un lycéen peut faire de grandes choses. En 1827, à 16 ans, Évariste Galois va résoudre un problème qui va changer l'histoire. Ça concerne les équations algébriques, c'est un peu compliqué à expliquer, mais dites-vous qu'on s'y casse la tête depuis les mathématiciens arabes du Moyen-Âge. Le petit Évariste avance dans ses recherches, résout les difficultés, alerte les mathématiciens de l'Académie des sciences, mais personne ne le croit. Pire, on se moque de lui. Comment quelqu'un qui ne s'exprime pas avec les termes de l'Académie peut-il prétendre faire avancer la science? Et là commence la descente aux enfers. Son père se suicide, il tombe amoureux d'une femme qui ne l'aime pas, son engagement politique le mène en prison et il est exclu de l'école normale. À 20 ans à peine, il est déjà à bout. Il retombe amoureux d'une femme qu'un homme convoitait, alors il règle ça au duel de pistolet. C'était un matin de printemps, il se retourne, tire, rate et se prend une balle dans l'abdomen. Il s'éteindra dans les bras de son jeune frère avec une dernière parole « Ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans ». Sa théorie finira par porter son nom et des années plus tard, un grand monsieur, Henri Poincaré, va utiliser ses trouvailles pour unifier toutes les mathématiques et fonder la théorie de la relativité. Ma troisième histoire est celle de Georges Cantor. Et elle va vous rappeler l'histoire précédente. L'homme eut une idée qui devait changer tout un pan des mathématiques. Définir de nouveaux nombres et leur arithmétique, les ordinaux transfinis. Ok, c'est pas clair, je t'explique. Si tu prends 1 plus 2 plus 3 plus 4 à l'infini, ça fait l'infini, on est d'accord. Mais si à ça on ajoute les nombres irrationnels, 1 plus 2 plus 3 plus pi plus racine carrée plus le nombre d'or, etc. On est d'accord, ça fait toujours l'infini. Mais vu qu'on a rajouté de nouveaux nombres, c'est un infini un peu plus grand, non? L'infini plus 1, c'est plus grand que l'infini. Cantor fut le premier mathématicien à répondre à cette question avec sa théorie des ensembles en introduisant la notion d'ordinaux afin de comparer les différents types de grandeur. Les mathématiciens les plus éminents de l'époque comme Poincaré ou Kronecker trouvèrent cette théorie si abominable qu'ils dédièrent leur vie à détruire celle de Georges Cantor. Ils firent tout pour bloquer ses publications, bloquer sa carrière, l'empêcher de parler de mathématiques. Dégoûté, Cantor arrête les maths, étudie la littérature anglaise et obtient un petit poste administratif consacré à des tâches routinières. Il tomba en grave dépression, sera confronté à la pauvreté, à la faim et à la mort de son fils. Dans ces dernières décennies, néanmoins, sa carrière de mathématique put reprendre, il fonda des groupes imminents de mathématiciens, put reprendre l'enseignement et finalement laver son honneur. Mais rien n'y faisait, il ne retrouva jamais le niveau de production de ses jeunes années. Preuve encore qu'il faut savoir écouter la jeunesse et sa fougue, ne pas l'empêcher de proposer des choses audacieuses, ça pourrait vous éviter de passer pour le vieux con aux yeux de l'histoire. Vous êtes mathématique. Connaissez-vous Jason Paget? Un vendeur de meubles, sans éducation, devenu du jour au lendemain génie des maths, a pris un violent coup à la tête. Toute la vie autour de lui devint figure mathématique. Il fut frappé du syndrome du savant. Il était maintenant capable de percevoir les formules et la géométrie, de les ressentir non plus comme des problèmes à résoudre, mais une logique implacable. Tout devint facile, aussi fluide que de parler et de m'entendre. Ce syndrome du savant se trouve aussi dans la musique, avec des gens capables de synchroniser plusieurs rythmes en même temps pendant des heures, de ne faire qu'un avec le son. Et rien d'étonnant à ça quand on sait que la musique n'est que mathématique. Si les sons sont aussi harmonieux, c'est qu'elles sont des divisions parfaites. Il y a dans notre cerveau là, latent, une capacité à comprendre l'arithmétique du monde, à pouvoir la voir. Je vais le redire, tout est mathématique. Les motifs sur un léopard ou un poisson ne sont pas le fruit du hasard, ce sont celles des motifs de Turing. On le retrouve partout sur Terre, de vos poumons au cours des rivières. Et que dire du nombre d'or et de la suite de Fibonacci? Les galaxies, un cyclone, un coquillage, une pomme de pin, les branches d'un arbre, les pétales des fleurs, la taille de vos doigts, les proportions d'un visage ou la perfection d'un tableau. Oh oui, la nature regorge d'exemples. Celui qui m'a achevé, c'est une vidéo.
Une simulation mathématique qui, en autogestion complète, finit par faire émerger toutes les mécaniques de la vie. Des pixels noirs qui se regroupent, se reproduisent comme des cellules de plus en plus complexes. C'est exactement comme ça qu'à partir de simples atomes, vous êtes aujourd'hui un être vivant capable de me comprendre. Je le répète, tout est mathématique. Si vous pensez exister, laissez-moi vous donner un dernier exemple, ça va vous faire réfléchir. Vous connaissez sûrement les fractales, l'une des structures les plus fascinantes des mathématiques. Vous aurez beau zoomer encore et encore, les mêmes motifs continueront d'apparaître. Et si je vous disais que notre réalité est ainsi ? Il est absolument impossible de mesurer la longueur de quoi que ce soit sur Terre, mètres, centimètres, tout ça n'a pas d'existence. Et si on mesurait les côtes d'un pays ? Disons qu'elles font 100 km. Si je zoome, je commence à voir des plages et des petites falaises, et du coup notre courbe droite n'est plus si droite. Tous ces petits défauts cumulés, ça me rajoute 1 km à la ligne. Si je zoome encore et encore, je peux continuer jusqu'au grain de sable, et chaque structure rajoute encore quelques micromètres qui, cumulés, finissent par produire des valeurs énormes. De 100 km, je pourrais passer à des milliers de kilomètres. Plus vous zoomez, plus les longueurs deviennent infinies. Tout est mathématique. Vous l'aurez compris avec cette vidéo, faire des maths, ce n'est pas toujours résoudre des équations pour faire plaisir à un prof. Il y a un vrai plaisir à comprendre. Comprendre un problème, découvrir des notions, prendre conscience de leur importance et surtout explorer un univers fait des plus brillants cerveaux humains. Ils ne sont pas fous, ils sont joueurs. Ils jouent avec les nombres et découvrent parfois des théorèmes qui changent la face du monde. Si vous voulez vous initier à la beauté des mathématiques, je ne saurais que trop vous conseiller des films comme Pi de Aronofsky, le créateur de Requiem for a Dream, ou des films plus biographiques mais qui ont tout autant d'intérêt. Les maths, c'est aussi une histoire faite avec ses drames et ses héros. Sur YouTube, vous avez de très nombreuses chaînes de mathématiques comme LG ou Michael Lonnet, dont j'ai utilisé beaucoup d'extraits ici. Il y en a beaucoup plus, même un paquet d'autres que je vous invite à découvrir. Merci à Guillaume Saez, professeur de mathématiques à l'université, qui m'a aidé dans cette épopée mathématique. Merci à Sareo pour le montage. Merci à tous de m'avoir regardé